Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup pour le soutien financier que vous avez attribué à l'un des travaux qu'on va vous présenter. Alors, je vous renouvelle nos excuses, celles du professeur Graleguen et les miennes, car je vais devoir vous quitter à 9h55. Je suis vraiment désolé, mais on a une situation hospitalière qui est très complexe, comme vous le savez, et on court de réunion en réunion pour tenir les murs. Sans attendre, je vais partager mon écran. Est-ce que ça marche? Tout à fait. Donc, je vais vous présenter des travaux qui ont été conduits dans l'unité INSERM 1153 à laquelle contribue le CHU de Nantes. Donc, vous verrez l'importance des travaux là, et sous le chapeau de la Fédération hospitalo-universitaire Child. Donc, moi, je suis un pédiatre lambda, je fais de la pédiatrie générale et je m'occupe de l'équipe mobile de protection de l'enfance qui a été créée, enfin en tout cas financée grâce aux efforts de Céline Gréco, que je salue aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est connectée. Et si vous entendez des bruits de marteau-piqueur, c'est parce qu'on est en train de faire des travaux à Necker et nous aurons la chance d'avoir une salle d'audition prochainement à Necker. Et donc, moi, je fais d'abord de la clinique en maltraitance physique infantile. Et puis, j'ai un autre chapeau qui est d'être épidémiologiste. Alors, vous me connaissez peut-être pour les nouvelles courbes de croissance ou les travaux récents sur la mortalité infantile. On s'intéresse plus globalement à de l'épidémiologie clinique et populationnelle en pédiatrie. Et je n'ai longtemps pas travaillé sur la maltraitance parce que je trouvais ça extrêmement compliqué. Donc, je vais juste vous faire un petit panorama introductif avant que Flora Blangis vous présente les travaux qui ont été financés. Donc, la problématique, vous la connaissez mieux que moi. Pour la maltraitance physique, on a des chiffres qui sont absolument édifiants. Les études épidémiologiques rapportent 4 à 16% des enfants de moins de 18 ans. Un décès tous les 5 jours en France, ce sont les chiffres de l'ONPE. Et on a des programmes de prévention qui n'ont jamais réussi à démontrer leur efficacité dans des essais randomisés. Sur le plan de la détection et du diagnostic, il y a des délais diagnostiques qui sont très longs et on voit des pratiques cliniques qui sont variables. Et nous, on sait que ce soit pour le cancer, les infections bactériennes aiguës, quand il y a une variabilité des pratiques, c'est probablement qu'il y a des pratiques qui sont suboptimales. Et puis enfin, en ce qui concerne la décision et le suivi des enfants victimes, moi j'ai découvert en m'intéressant à ça qu'il y a Monsieur Chalumeau, est-ce que vous êtes encore avec nous? Je vais couper sa caméra. Monsieur Chalumeau, est-ce que vous nous entendez? Des syndicales et légales qui étaient très challengées. Vous ne m'entendez plus? Martin, on vous entendait plus depuis 3 minutes, je pense. Alors, on s'était arrêté que vous aviez découvert sur le suivi des enfants victimes. Alors, je vais réessayer un autre réseau Internet, mais voilà. Mais là, ça y est, on vous entend. Et c'est revenu. Hein. On vous entend, c'est revenu. Tout va bien. Alors, c'est pas très très grave. Là, c'est revenu. Pas tout lu, probablement. Parce que vous connaissez bien tous ces chiffres et moi je les ai découverts et donc on a commencé à s'atteler à ces travaux avec des petites choses, pas tellement de financement et des petites choses et puis finalement de fil en aiguille on a essayé de conduire des travaux et d'obtenir des financements pour un petit peu tous les champs, que ce soit l'épidémiologie, la prévention, la détection, le diagnostic, la décision et puis le suivi à long terme. Alors, vous pourrez retrouver toutes les publications, elles sont citées en bas à droite sur PubMed, et je ne vais pas vous infliger des choses épidémiologiques pénibles parce qu'on sait en tant qu'épidémiologiste que le vécu par les autres de l'épidémiologie n'est pas toujours quelque chose de simple et d'agréable. Et donc, la première chose pour laquelle on a été sollicité, c'était par Catherine Adamsbaum qui nous disait qu'elle avait, dans un pays qui détient le record mondial de l'hésitation vaccinale,
des avocats qui indiquaient que le critère diagnostique majeur du centre de Beuys-Secoué, qui est l'hématome sous-dural, était remis en cause lors des procédures et on attribuait ces hématomes sous-duraux à des vaccinations. Alors, ça paraissait être problématique et c'était aussi problématique dans le monde anglo-saxon. Donc, c'était le premier travail qu'on a conduit et ça se passe à Nantes. Donc, c'est une étude qui a témoin nichée dans une cohorte où on a comparé l'exposition vaccinale avec des fenêtres d'exposition soit totale depuis la naissance, soit dans les 7, les 14 ou les 21 derniers jours, entre des cas d'enfants atteints d'hématomes sous-duraux, qu'ils soient infligés ou qu'ils soient liés à des circulations extracorporelles ou des traumatismes comme des accidents de la voie publique, et puis des témoins appariés par pour le sexe, l'âge chronologique et l'âge gestationnel. Et dans ce premier travail, on a pu démontrer que l'apparition d'hématomes sous-duraux n'était en rien associée à une vaccination récente, quelle que soit la fenêtre d'exposition à laquelle on s'intéressait. Vous avez les résultats, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. 7, 24 et 21 jours, donc aucune association. Et c'était un petit premier travail, mais on a senti que cette approche quantitative et un petit peu rigoureuse, comme on sait le faire en épidémiologie, pouvait apporter des réponses sur des questions qui pouvaient ensuite gêner la prise en charge des enfants victimes de maltraitance. En étudiant ces dossiers, on a aussi vu qu'il y avait une variabilité du bilan diagnostique des donc plus jeunes enfants. Donc là, on parle d'enfants qui ont pour la plupart moins de 1 an et souvent moins de 6 mois. On s'est dit qu'il y avait une certaine variabilité. Et puis, on a des nouveaux outils diagnostiques ou des nouvelles utilisations d'anciens outils diagnostiques, et notamment pour les lésions osseuses, qui sont les deuxièmes lésions les plus fréquentes après les lésions cutanées dans les maltraitances physiques infantiles. Et ça a été le deuxième travail. On s'est dit, est-ce que finalement, le positionnement de la scintigraphie osseuse, qui est un examen qui est dynamique par rapport aux radiographies du squelette, pourrait permettre de reclassifier des enfants qui sont considérés comme n'ayant pas de lésions osseuses, et ce qui peut modifier la décision de signalement ou l'interprétation par l'autorité judiciaire de l'information qu'on envoie par rapport aux radiographies de squelette standard qui sont la recommandation actuelle. Et donc, comme vous le voyez là, on a fait quelque chose de très simple. C'était une cohorte rétrospective monocentrique à Nantes. Et on a regardé si chez les enfants qui avaient une radiographie du squelette négative, parce que c'était vraiment celle-là cette situation-là qui était le plus reclassifiante, celle qui avait une radiographie positive. On peut trouver des fractures supplémentaires à la scintigraphie, mais on considérait que c'était probablement pas là où il y avait le gain de modification de prise en charge le plus important. Donc, chez les enfants, les 71 enfants, donc sur cette série de 140 enfants qui avaient une suspicion de maltraitance physique, est-ce que ces enfants avec une première radiographie du squelette négative, on pouvait reclassifier les enfants en utilisant une scintigraphie osseuse? Et vous voyez que pour 12 de ces 71 enfants, on va trouver des fractures alors que elle n'était pas détectée par la procédure standard qui est proposée dans les recommandations internationales. Donc, ce premier travail nous a intrigués, mais c'est un travail rétrospectif monocentrique, donc on s'est demandé si on pouvait trouver la même chose en analysant de manière plus systématique la littérature. Et dans les outils qu'on a dans notre boîte à outils en tant qu'épidémiologiste, il y a la revue systématique avec méta-analyse. Et donc, Flora Blangis a conduit ensuite, c'était pour son travail de Master 2, une méta-analyse du potentiel de reclassification de la scintigraphie osseuse dans un positionnement clinique très particulier, c'est-à-dire après des radiographies du squelette complet négatif. Alors, je vais vous passer les détails statistiques qui ne sont pas très intéressants, mais en gros, si vous faites une scintigraphie systématiquement après des radiographies du squelette standard négatives, vous allez trouver dans 10% des cas des lésions osseuses que vous n'aviez pas détectées par la radiographie du squelette. Et si on fait un calcul du nombre de sujets nécessaires à traiter, qui est assez classique dans les essais thérapeutiques, là on va demander à combien d'enfants il faut faire une scintigraphie pour reclassifier un enfant. Eh bien, on arrive au nombre de 3, ce qui est cliniquement acceptable. Donc, vous allez faire 3 scintigraphies pour reclassifier un enfant, parce que la scintigraphie n'est pas un examen qui est d'accès très facile encore actuellement. Et on aurait probablement les mêmes chiffres avec maintenant l'IRM corps entier.
et il faudra qu'on réfléchisse au positionnement entre scintigraphie osseuse et ou IRM corps entier. Probablement pas raisonnable de faire les deux examens ou un PET scan, bien évidemment, et donc il y a toute une discussion sur ce sujet-là, mais vous voyez qu'à partir d'une question clinique assez simple, on va pouvoir réaliser une étude rétrospective homocentrique, puis une méta-analyse avec des moyens modestes. On s'est rendu compte à cette occasion que les recommandations internationales sur faut-il faire une scintigraphie ou pas étaient très variables, et on s'est dit maintenant c'est étonnant quand même parce que il y a plein de situations cliniques en médecine où les recommandations internationales sont parfaitement standardisées en cardiologie, beaucoup en oncologie, mais là on avait vu une variabilité, on a voulu explorer cette variabilité et c'est l'un des travaux de thèse de Flora Bangis. On a regardé toutes les recommandations internationales dans les pays avec des économies avancées pour savoir comment on définissait les lésions sentinelles et quel était le bilan qu'il fallait faire en cas de suspicion de maltraitance physique infantile. Alors, je vous présente juste les résultats, c'est un très gros article qui fait 70 pages de Flora, qui a découpé en rondelles toutes les recommandations, qui a bien analysé si les examens étaient demandés de manière systématique ou au cas par cas. Et vous voyez, pour quelque chose qui nous concerne beaucoup tous, qui est juste la définition de ce que c'est qu'une lésion sentinelle cutanée, entre les recommandations nord-américaines, européennes ou d'autres pays avec des économies avancées, on va retrouver déjà une grande variabilité de la définition d'une lésion typique cutanée infligée. Et cette variabilité va probablement pas aider les cliniciens ou les acteurs de santé ou des acteurs de l'enfance de première ligne pour les rassurer sur ce qu'ils observent et est-ce que ce qu'ils observent est peut-être considéré comme une lésion sentinelle. Alors, cet article a eu pas mal d'impact et notamment l'idée d'aller vers des conférences de consensus au niveau international pour standardiser ces définitions à la fois des lésions sentinelles mais aussi du bilan à faire puisqu'il y a une variabilité entre scanner, IRM cérébral et IRM médulaire, scintigraphie comme on l'a dit, donc une très grande variabilité, probablement une nécessité de standardisation. On a essayé, et là vous avez vu, on a pris au départ des choses qui étaient extrêmement précises et des questions cliniques extrêmement précises. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à essayer d'avoir un tout petit peu plus de vision globale du parcours diagnostique de l'enfant. Et c'est le travail que va vous présenter plus en détail Flora Bangis sur l'analyse du parcours jusqu'au diagnostic et notamment les occasions diagnostiques manquées, ce qu'on peut appeler un retard diagnostique. Il faut faire toujours très attention quand on parle de retard, mais est-ce qu'il y a eu des lésions sentinelles qui n'ont pas conduit à des explorations, et Flora vous présentera ce travail, donc à nouveau un travail qui a été conduit avec les patients qui sont suivis à Nantes dans la super équipe que vous connaissez. Bien évidemment, comme tous les chercheurs, on a été impacté par la pandémie Covid et ça nous a obligés à s'intéresser à des travaux de nature épidémiologique sur l'incidence de la maladie et un travail qui vient d'être accepté dans le Japan Network Open de l'équipe de neurochirurgie en collaboration là aussi avec Flora et l'équipe d'épidémio de l'INSERM sur l'incidence du syndrome du bébé secoué. Donc là, on parle des formes les plus sévères de traumatisme physique infantile, et vous voyez une stabilité dans les années 2017, 2018, 2019, 2020 de l'incidence avec ici une modélisation mathématique de la saisonnalité, et puis ce qui avait lancé l'alerte des neurochirurgiens, une explosion de l'incidence en janvier 2021, et on a pu montrer mathématiquement donc que cette augmentation d'incidence du syndrome du bébé secoué définie par des hématomes sous-duraux et d'autres lésions, mais au moins des hématomes sous-duraux, donc un critère indiscutable, donc avait été multiplié par 2 en 2021, et surtout que la mortalité
par centre du bébé secoué. Donc ça, ce sont des données en population en Île-de-France, puisque l'organisation des soins en Île-de-France fait que on peut être en population extrêmement facilement. Donc on capture tous les cas. Incidence multipliée par 2 et mortalité multipliée par 10, ce qui est assez effrayant, et un certain nombre d'autres paramètres qui sont augmentés, mais pas statistiquement significativement, comme les états de mal épileptiques réfractaires. Et donc, nous avions transmis cette alerte aux médias en juin avec Thomas Beaubloom. Voilà pour le petit panorama. Alors, cet impact de la pandémie a été aussi repéré dans d'autres endroits que l'Île-de-France, et vous connaissez peut-être ce travail de l'équipe de Nantes sur l'évolution de leur activité à l'UAPED durant la première partie de la pandémie. Alors, c'est des résultats qui sont un peu différents de nous, mais la géographie est différente en région parisienne et à Nantes, avec une augmentation, notamment des cas sévères, dès le premier confinement que nous, on n'avait pas observé en région parisienne. Voilà pour le petit panorama des choses qui ont été réalisées, et juste pour vous dire un petit peu ce qu'on fait là. Donc actuellement, on s'intéresse à l'association entre la maltraitance physique infantile et la dépression via la médiation par l'inflammation dans la cohorte de naissance génération 21 de Enrique Barros à Lisbonne, parce que comme vous savez, il y a des violences éducatives ordinaires qui sont très prévalentes au Portugal. Il avait été montré une association entre ces violences et une augmentation de la CRP 5 ans après l'arrêt des violences, et on voudrait connaître le caractère médiateur de l'inflammation pour pouvoir éventuellement proposer des interventions thérapeutiques pour éviter la chronique d'une maladie psychiatrique annoncée. Et donc ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a des possibilités thérapeutiques peut-être derrière. On travaille sur l'entrepôt de données de santé d'assistance publique, et notamment sur l'optimalité des pratiques, toujours dans le bilan de diagnostic de maltraitance physique infantile. On s'intéresse à la stratification du risque en maternité de maltraitance physique à partir de la cohorte mère-enfant d'Épiphare, où il y a 4 millions de dyades mère-enfant, et ce qui permettrait d'allouer aux familles qui en ont le plus besoin les ressources qui sont forcément limitées d'aide à la parentalité, ces ressources étant allouées actuellement sur des critères un petit peu implicites, comme on le fait tous en maternité, quand on a l'impression qu'il faut aider des familles. Et là, on pourrait proposer un outil de stratification du risque qui soit plus explicite. Et puis, ce que va vous présenter aussi Flora, un travail prospectif multicentrique financé par le PHRC sur l'optimalité des soins dans la région Grand Ouest, pour prendre le relais de l'étude monocentrique qu'elle va vous présenter. Et donc, on a essayé aussi de structurer la recherche en Île-de-France en créant un consortium qui s'appelle VIVE, pour violence aux enfants et aux adolescents et conséquences vie entière. On s'est présenté à l'appel à projet DREAM, qui est un appel à projet qui était très valorisé de 7 millions d'euros. On n'a pas été sélectionné, mais on se représente depuis avec le projet qu'on a, qui est un projet extrêmement collaboratif, 21 équipes de recherche, 6 universités franciliennes, 4 partenaires socio-économiques, 16 équipes cliniques et 2 FHU et plusieurs autres dans le structure fédérative pour essayer d'augmenter la dimension de ces travaux de recherche et leur impact avec des chercheurs et Flore Capelier connaît ce consortium, qui vont depuis des gens qui font de la souris, de la neuroimagerie, de la génétique, de la modélisation, aux arts et métiers, jusqu'à des historiens, des sociologues. Donc tout le panel nécessaire pour faire face à ce fléau. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Du coup, on va vous présenter l'ensemble des travaux, et puis on prendra après des questions, et puis on échangera sur le sujet. J'ai compris qu'on devait vous libérer, Monsieur Chalumeau, donc je vous remercie encore pour cette introduction qui va permettre à Flora Blangis de prendre la suite sur le travail qu'elle a mené. Bon séminaire, merci beaucoup. Je vous laisse la parole du coup, Flora. Oui, bonjour à tous. Je partage mon écran. Alors, voilà, est-ce que vous voyez bien? C'est tout bon. C'est bon.
Donc, bonjour à tous, je m'appelle Flora Blangis, je suis sage-femme et en thèse d'épidémiologie. Ma thématique de recherche est l'optimisation de la prévention et du diagnostic de la maltraitance physique infantile par l'épidémiologie clinique et populationnelle. Je vais vous présenter aujourd'hui un travail réalisé en collaboration avec l'équipe INSERM Épopée et le CHU de Nantes sur le parcours de soins suboptimaux avant un diagnostic de maltraitance physique sévère chez le jeune enfant, par une enquête confidentielle dans l'ouest de la France. Donc, cette étude rétrospective était un travail préliminaire à l'étude prospective Diapède, financée notamment par l'ONPE, et que je vous présenterai en deuxième partie. Donc, comme cela a été dit dans la présentation précédente par Martin Chalumeau, les programmes de prévention et de détection précoce de la maltraitance physique infantile sont essentiels pour en éviter la récurrence, mais leur impact est difficile à évaluer. Un diagnostic précis de maltraitance physique est également très important. Cependant, les principales études sur les occasions diagnostiques manquées ont rapporté que 21 à 75% des cas de maltraitance physique infantile présentaient au moins une visite médicale antérieure avec des signes ou symptômes qui devaient faire évoquer une maltraitance, avec un délai moyen de diagnostic allant de 7 à 24 jours. Donc, cependant, ces études se sont concentrées sur un type spécifique de maltraitance physique, les fractures et traumatismes crâniens non accidentels, et étaient principalement basées sur des données administratives avec des détails limités sur le parcours de soins. Nous avons alors cherché à évaluer pour la première fois l'optimalité du parcours de soins de la maltraitance physique infantile sévère par une enquête confidentielle afin d'identifier et de catégoriser les types de suboptimalité. Alors, donc, nous avons analysé les dossiers médicaux de tous les enfants de moins de 6 ans hospitalisés au CHU de Nantes de janvier 2016 à décembre 2018 et qui avaient eu une information préoccupante ou un signalement pour une suspicion de maltraitance physique infantile sévère par l'équipe de l'unité d'accueil des enfants en danger. La maltraitance physique infantile sévère était définie comme une maltraitance physique ayant conduit à une hospitalisation et ou à un décès. Nous avons décrit les caractéristiques des patients, leurs blessures infligées et leurs conséquences, et nous avons mené une enquête confidentielle. Donc, à partir des données recueillies dans les dossiers médicaux, nous avons rempli des fiches anonymisées qui reconstituaient le parcours de soins avec les heures et les dates des observations médicales, les symptômes et les signes présentés par l'enfant et leur prise en charge. Et donc, à partir de ces fiches, 2 experts ont évalué de manière indépendante si le parcours de soins avant le diagnostic de maltraitance physique était optimal, suboptimal ou non évaluable en comparaison avec les recommandations de la HAS et leur propre expérience clinique et en aveugle du devenir des enfants. Et nous avons alors calculé la fréquence des soins suboptimaux et analysé les catégories des soins suboptimaux suggérés par les experts. Donc, tous les soins suboptimaux ont été classés en 2 catégories qui sont représentées sur cette figure du parcours de soins suboptimal. Le retard diagnostique, défini comme une ou plusieurs visites médicales antérieures lorsque des signes ou des symptômes de maltraitance physique infantile n'ont pas conduit à un signalement ou à une orientation adéquate. Et la deuxième catégorie était la prévention secondaire inefficace, c'est-à-dire un signalement antérieur pour une suspicion de maltraitance physique pour les enfants inclus ou pour un membre de la fratrie. Donc, pour les parcours de soins appartenant à la catégorie retard diagnostique, nous avons calculé le nombre d'occasions manquées, c'est-à-dire le nombre de visites médicales pour des signes ou des symptômes qui auraient dû conduire à une suspicion de maltraitance physique avant le diagnostic effectif, et le délai diagnostique, c'est-à-dire le délai entre la première visite qui aurait dû conduire à une suspicion de maltraitance et le moment effectif du diagnostic de maltraitance. Donc, voici un exemple concret d'une fiche qui a été analysée par les experts. Donc, dans cet exemple d'un garçon de 4 mois sans antécédents médicaux ou socio-éducatifs, qui avait un hématome sur la joue détecté par un soignant et qui n'a pas été signalé aux autorités et qui n'a pas eu non plus d'orientation adéquate. 11 jours après, cet enfant présentait des vomissements avec une hypotonie prolongée qui a conduit à une hospitalisation et au diagnostic d'un hématome sous-dural. Donc, en conclusion, les experts ont jugé ce parcours de soins comme suboptimal avec un retard de diagnostic. Donc, pendant la période d'étude, 94 enfants de moins de 6 ans ont été hospitalisés et ont été signalés pour une suspicion de maltraitance physique. L'âge médian était de 8 mois, 72% des enfants avaient moins de 2 ans et 52% étaient des garçons.
Les principales caractéristiques cliniques de maltraitance physique infantile étaient des ecchymoses ou des hématomes dans 53% Je me du cas. permets parce que c'est très, très intéressant et vous allez très vite. Ah, je ralentis? Je ne suis peut-être pas la seule. En tout cas, prenez le temps de D'accord, pas de présenter ces souci. statistiques qui sont vraiment intéressantes. Pas de souci, je ralentis. Oui, donc je disais, les blessures infligées retrouvées chez les enfants étaient donc des ecchymoses ou des hématomes pour 53% d'entre eux, des fractures pour 24% d'entre eux et ou des lésions intracrâniennes pour 21%, 17% d'entre eux ayant des hématomes sous-duraux. Donc, au niveau des conséquences, la durée médiane d'hospitalisation était de 6 jours, allant de 3 à 12 jours d'écart. Au total, 19% des enfants ont été hospitalisés en unité de soins intensifs. L'un d'entre eux est décédé d'une atteinte cérébrale au cours de l'hospitalisation. Et 35% des enfants pour lesquels on avait l'information ont présenté des séquelles graves dans les 6 mois, principalement des séquelles neurodéveloppementales. Donc, 35 enfants sur les 94 ont été jugés comme ayant un parcours de soins suboptimal. 16 d'entre eux ont été jugés comme ayant un retard de diagnostic. Le nombre médian de visites médicales antérieures avec occasion manquée était de 1, avec une fourchette allant de 1 à 7 occasions manquées, avec un délai diagnostic médian, allant de 0,5 jours à 330 jours. Donc, 21 enfants ont été jugés comme ayant une prévention secondaire inefficace. 12% ont eu un signalement antérieur pour une suspicion de maltraitance physique, donc pour les enfants inclus, et 5% pour un membre de la fratrie. 1% avaient une absence totale de suivi médical depuis la naissance et 4% avaient une absence de signalement de suspicion de maltraitance dans un contexte de violence conjugale connue. Et 2 enfants de notre étude avaient eu les 2 types de parcours de soins suboptimaux, donc retard diagnostique et une prévention secondaire inefficace. Donc, il s'agit de la première enquête confidentielle évaluant l'optimalité du parcours de soins avant un diagnostic de maltraitance infantile sévère. Donc, comme recommandé, l'optimalité a été évaluée de manière indépendante par 2 experts en aveugle du devenir des enfants. Donc, notre étude présente cependant plusieurs limites qui sont inhérentes à ces méthodes. Donc, tout d'abord, un biais de sélection a été introduit en incluant que des enfants atteints de maltraitance physique infantile sévère et qui peuvent être plus faciles à diagnostiquer, ce qui a conduit une sous-estimation du délai diagnostique. Donc, de plus, comme toute enquête confidentielle, cette étude était rétrospective et basée sur des données parfois limitées recueillies dans les dossiers médicaux lors de la pratique quotidienne. Et les dossiers sociaux et judiciaires étaient pour la plupart inaccessibles, alors qu'ils peuvent contenir des données susceptibles d'influencer l'expertise du parcours de soins. Donc, une meilleure mise en œuvre et diffusion des outils existants pour aider le praticien à détecter la maltraitance physique, comme par exemple un algorithme qui traite les dossiers médicaux électroniques pour identifier les blessures à risque. Ce genre d'outils pourrait diminuer le délai entre l'apparition des signes et le diagnostic de maltraitance physique. Ensuite, le parcours pourrait être amélioré par la prévention dans les familles à risque, notamment celles où il y a des conflits parentaux ou des violences conjugales. Et donc, en conclusion, les parcours de soins suboptimaux pour la maltraitance physique infantile sévère étaient fréquents dans la population étudiée et 2 catégories ont été identifiées. Donc, comme nous venons de le voir, cette étude présente des limites qui pourraient être palliées par une étude prospective en population et donc multicentrique. Et je vais donc maintenant vous présenter l'étude DIAPED qui a été débutée grâce au financement apporté par l'ONPE et qui porte sur la fréquence, les conséquences et les déterminants des soins suboptimaux dans la prise en charge de la maltraitance physique de l'enfant par une enquête confidentielle prospective en population dans la région Ouest. Donc, l'étude DIAPED est financée par l'ONPE et également par le PHRC interrégional 2019.
C'est une étude en population. Elle porte sur tous les hôpitaux de Bretagne et de Loire-Atlantique, qui sont donc les départements dans la juridiction de la Cour d'appel de Rennes. Donc, l'objectif principal de Diaped est d'évaluer à l'échelle d'une population, donc la région ouest, la fréquence des prises en charge médicales initiales suboptimales de la maltraitance physique grave de l'enfant, donc c'est-à-dire avant le premier diagnostic médical ayant conduit à une alerte des autorités administratives ou judiciaires. Les objectifs secondaires sont d'analyser les différentes composantes des soins suboptimaux dans le parcours de soins de la maltraitance physique grave de l'enfant, d'identifier les déterminants des soins suboptimaux et également d'identifier les conséquences des soins suboptimaux sur le devenir à court terme de ces enfants. Donc, il s'agit d'une étude de type enquête confidentielle, comme c'était le cas pour l'étude que je vous ai présentée précédemment, avec un comité d'experts en population, donc dans la région ouest, dans donc la juridiction de la Cour d'appel de Rennes. La population cible est l'ensemble des enfants de moins de 6 ans présumés victimes de maltraitance physique grave et ayant nécessité un recours hospitalier dans un des services participant à l'étude et ayant fait l'objet d'une information préoccupante ou d'un signalement. Pour des raisons de faisabilité, la population d'étude sera constituée de 250 enfants. Donc, nous analyserons d'abord les déterminants de la suboptimalité globale, puis spécifiquement les déterminants des occasions diagnostiques manquées et les défaillances de protection. Donc, les déterminants potentiels étudiés seront liés à l'enfant, donc l'âge au diagnostic, le mode de garde ou de scolarisation, le suivi médical, et notamment si l'enfant présente une pathologie chronique ou un handicap. Les déterminants liés à la lésion ou aux lésions, donc la nature du traumatisme possiblement infligé à l'origine de l'alerte, comme les fractures, les ecchymoses, brûlures, etc. Les déterminants liés à ses parents et à la famille, donc la profession, le statut actif ou non et le niveau d'études des responsables légaux et également le statut parental, c'est-à-dire si les parents sont parents isolés, séparés ou en couple. Une existence de mesures de protection administrative ou judiciaire déjà en cours pour l'enfant ou pour sa fratrie et un antécédent d'un autre enfant placé dans la fratrie. Et également donc, les déterminants liés au système de soins, à savoir les soignants selon leur qualification, qu'ils soient pédiatres ou non, le lieu d'exercice, médecine scolaire, PMI, libéral ou hôpital, du soignant impliqué dans le parcours de soins initial du diagnostic, et également la structure de soins hospitalière, c'est-à-dire si c'était un centre hospitalier universitaire, général, la distance géographique du domicile, l'existence ou non d'une structure hospitalière spécialisée en protection de l'enfance et la présence ou non d'un pédiatre pour un avis aux urgences. Les conséquences de la suboptimalité globale des parcours de soins seront évaluées en comparant le devenir à 12 mois des enfants selon leur parcours de soins optimal ou non. Donc, cette évaluation à 12 mois sera renseignée après contact auprès des médecins généralistes, des médecins scolaires, de la PMI et des référents de la protection de l'enfance des conseils départementaux, ainsi que, nous l'espérons, de la Cour d'appel de Rennes, donc sur les différents points que je vais vous expliciter. Donc, le décès ou l'admission en unité de soins intensifs ou soins continus, le recours à la chirurgie, le nombre et la durée cumulée des hospitalisations, la présence et la nature de séquelles, le nombre et la nature des récidives durant les 12 premiers mois et la nature des mesures de protection mises en œuvre, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Et donc, cette étude a présenté quelques difficultés réglementaires, notamment la dérogation au consentement parental. Donc, en effet, faire signer un consentement aux parents, comme c'est le cas en recherche clinique, n'était pas envisageable pour cette étude, car ça aurait entraîné un biais de sélection trop important, ne permettant pas de réaliser une étude de qualité et une étude nécessaire pour l'amélioration de la prise en charge des enfants maltraités. Nous avons alors eu l'autorisation de réaliser cette étude avec la condition d'informer les parents de l'étude par voie d'affichage dans les services. Il y a eu également des difficultés avec la CNIL du fait des données sensibles nécessaires à l'étude. Et après présentation d'un argumentaire réalisé avec l'aide du référent RGPD, donc du Règlement général sur la protection des données, et d'un avocat du CHU de Nantes,
la CNIL a proposé un retour dans lequel elle nous informe, donc comme je vous ai cité sur la diapo, qu'il ne sera pas possible de traiter des données relatives aux condamnations pénales, à l'infraction et aux mesures de sûreté dans le cadre de ce projet. Donc, par exemple, les incarcérations des parents et le lieu présumé du traumatisme. Et donc, en fait, le retour de la CNIL nous empêche pour le moment d'analyser à 12 mois les données judiciaires. Et donc, nous recherchons des solutions et nous avons débuté des démarches afin d'accéder à ces données de justice avec un chercheur en droit. Donc, à l'heure actuelle, 12 centres ont été ouverts pour cette étude et les inclusions ont débuté depuis octobre 2021. Et pour le moment, 37 enfants ont été inclus sur les différents centres, donc comme on peut le voir sur ce graphique. Et donc, nous vous remercions de votre attention et de votre soutien. Merci beaucoup, Flora Blangis, pour cette présentation et merci au professeur Martin Chalumeau pour c'était très riche et très intéressant. C'est pour ça qu'on vous a laissé le temps de bien exposer tout ça. Je vais maintenant laisser la parole à Gisèle Apter qui est avec nous. Voilà, je la vois maintenant. Donc, vous êtes professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de psychiatrie périnatale au groupe hospitalier du Havre. Vous êtes présidente de la Société de l'information psychiatrique et avez été par le passé présidente du conseil scientifique de l'ONPE, anciennement ONED. Donc, vous avez la parole pour nous donner votre lecture de cette recherche. Alors, d'abord, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, pour le bonheur de vous retrouver, pas encore tout à fait en présence, mais voilà, de rejoindre à la fois l'ancienne ONED au NPE maintenant et Rémi Piala que j'ai rencontré lors de propositions de formation, d'une recherche absolument passionnante qui rejoint énormément de préoccupations et de recherches en cours dont je vais dire un mot. Vu que j'avais des informations qui ne sont pas tout à fait exactement les mêmes que celles que nous avons entendues, j'avais préparé quelques petites choses, mais je pense que je vais surtout échanger et pas mettre d'image à l'écran pour qu'on puisse reprendre, je dirais, plusieurs points parmi tous ceux qui sont nombreux et passionnants qui ont été présentés d'abord en introduction, puis ensuite spécifiquement sur cette recherche. Alors, je ne vais pas revenir sur l'introduction générale, puisque voilà, ce qui m'était proposé, demandé, c'était que je commande plutôt la recherche, c'est les points saillants de mon point de vue, ce qu'elle apporterait aux cliniciens et jusqu'où on pourrait aller. Hein, donc, c'est un peu ça les trois éléments qui étaient soulignés. Alors, je voudrais quand même dire que finalement, le point qui est majeur et qui n'est pas, qui était dans le premier PowerPoint qu'on m'avait envoyé et donc sur lequel je vais beaucoup revenir et qui en fait est en fil rouge des deux présentations, mais n'a pas été explicitement énoncé, c'est qu'est-ce qui fait, quelles sont les problématiques à la fois représentationnelles, sociologiques, éthiques, qui fait qu'on en est là. Qu'on en est là à lutter déjà pour avoir des données, puisque c'est quand même pour avoir des bonnes données et donc pour avoir mis en place des stratégies absolument remarquables pour avoir des données rétrospectives et puis maintenant des données prospectives. Données prospectives sur lesquelles, en effet, nous aussi, je pense que le moment est mûr puisque nous aussi, on va suivre longitudinalement 300 enfants. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur différents territoires nationaux pour que, en effet, on s'intéresse enfin, même si c'est avec pas assez de moyens, à l'étude
prospective. Donc, c'est le premier point que je trouve vraiment passionnant et pour lequel il faut vraiment dire à quel point c'est difficile de faire des études prospectives et longitudinales. C'est toujours sous-financé, c'est toujours extrêmement délicat. D'ailleurs, il a été noté comme ça quelques petites difficultés. Ce n'est pas des petites difficultés, je vais y revenir sur les choses où peut-être ensemble, tous ceux qui s'intéressent aux recherches en protection de l'enfance, on pourrait œuvrer pour faciliter ces recherches. Les recherches longitudinales, c'est chronophage. Donc, si c'est chronophage, ce n'est pas rentable, d'autant que déjà qu'on est sous-financé en maltraitance, ça veut dire aussi qu'il faut beaucoup de monde et qu'il faut suivre les enfants, donc il ne faut pas les perdre de vue, il faut avoir des données qui ne vont pas, dont les publications seront décalées. Donc, tout ça, il faut, je veux vraiment rappeler que c'est très compliqué de faire de la recherche clinique et encore plus dans ces domaines où on est à l'interface de la médecine, à l'intérieur de la médecine de plusieurs spécialités et du sociétal. Et bien sûr, dans lequel il y a le juridique, le social, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, sur le plan méthodologique, on ne va pas rentrer dans mais je voudrais souligner pour tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient être qui pourraient participer à des études ou qui pourraient être tentés de les soutenir, en tout cas d'être des lieux d'inclusion. La première difficulté, en effet, c'est que comme on n'a pas de bons chiffres, ça c'est mon interprétation, comme en fait ce sont des recherches quand même qui sont restées très difficiles et peu nombreuses au regard de la problématique, 300 000 enfants soulignés et quand même après des grosses difficultés pour obtenir des recherches suffisantes, alors qu'on est quand même sur une population majeure, on a des CPP, donc des commissions d'éthique qui sont nécessaires et indispensables pour valider nos protocoles de recherche, et une CNIL qui ne sait pas ce qu'on fait, qui ne comprend pas ce qu'on fait et qui donc a des difficultés pour comprendre que, en effet, il faut trouver des moyens autres. Alors là, c'est formidable d'avoir pu afficher dans la question de cette recherche dans les salles d'attente et que le CPP considère que c'est un élément d'information suffisant. Pour tout vous dire, actuellement, pour les enfants qui sont déjà en situation de protection de l'enfance, donc on n'est pas en amont d'une recherche, donc nous avons réussi à obtenir que l'absence de consentement valait pour consentement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un refus de consentement de la part des familles des enfants déjà en situation de protection pour qu'on puisse les suivre longitudinalement dans des recherches, la nôtre, mais d'autres aussi. Mais il est absolument indispensable et non négociable d'informer les parents, avec des difficultés majeures sur le délai accordé quand on ne retrouve pas les parents, puisque chacun sait que une fois les enfants sont confiés, il peut y avoir des difficultés majeures à retrouver un des deux parents dont l'autorité parentale persiste malgré tout, parce que le temps que l'autorité parentale soit réservée, on peut être dans cette situation. Donc on est dans une difficulté majeure, non pas de mauvaise volonté, mais de faire que les choses ne sont pas prévues, comme si cette population était invisible, n'était pas suffisamment importante pour qu'on puisse avoir des méthodes d'étude de cette population qui puissent se nicher à l'intérieur de nos règles générales de protection des citoyens et de protection des données. Pour la CNIL, c'est encore plus pire, j'ai envie de dire, puisque, en l'occurrence, donc, il a bien été souligné par Flora Blanchis qu'on ne pouvait pas avoir d'éléments
éléments sur les condamnations des parents. Et donc, nous avons la même problématique. Et nous essayons d'obtenir l'autorisation d'avoir exclusivement, en termes d'informations nécessaires à l'enfant, ce qui concerne les violences qui auraient été commises envers l'enfant ou dont l'enfant aurait été témoin. C'est-à-dire que l'incarcération pour conduite sans permis, si l'enfant n'est pas dans la voiture, c'est pas d'accord. Mais si l'enfant est dans la voiture et qu'il y a eu un accident et qu'il a été témoin de tout ce qui s'est passé parce que le parent était alcoolisé, comment peut-on justifier du point de vue de l'enfant mineur qu'il n'a pas besoin de savoir quelque chose sur ce qui s'est passé? Et là, on voit bien que on rejoint une problématique éthique importante que l'on retrouve en protection d'enfance et qu'on le retrouve en pédiatrie en général et en pédopsychiatrie bien sûr, qui est quels sont les éléments indispensables aux besoins fondamentaux de l'enfant qui sont néanmoins auxquels il est possible d'avoir accès sans pour autant nuire au citoyen adulte qu'est le parent. Et évidemment, là, ça suscite, je vais pas, voilà, ça suscite débat. Je pense qu'autour de la table, on est quand même tous préoccupés par la protection de l'enfance, mais on comprend bien que ça suscite débat. Et tant qu'on n'aura pas avancé sur cette question-là également, et que sociétalement, on n'aura pas avancé là-dessus. J'avais une discussion très récemment avec un ancien juge des enfants qui a été juge des enfants pendant 20 ans, qui me disait, à un moment donné, alors je sais que je vais vous choquer, mais à un moment, c'est elle qui le disait, c'est pas moi. À un moment donné, il va falloir décider, c'est l'enfant ou c'est le parent. Voilà. De qui qu'on s'occupe et à qui qu'on s'intéresse. Bon. Donc, je pense que c'est peut-être un peu caricatural, mais il n'empêche que si on n'avance pas sur ce débat, non seulement, bien sûr, les recherches, on voit bien, en tout cas, présentent des limites certaines, mais globalement, si on pense en termes cliniques, cela veut aussi dire qu'on est très limité dans la possibilité d'avoir accès pour l'enfant à de la connaissance dont il a, je pense, véritablement besoin pour pouvoir se construire psychiquement et bien sûr aussi physiquement. Je vous donne un exemple récent, malheureux, triste, qui date d'avant la loi de février, mais il n'empêche d'enfants qui étaient menés régulièrement au parloir pour voir leur père qui avait assassiné leur mère devant eux. Sauf que c'était précisé qu'en fait, ils n'avaient rien vu, ils avaient entendu puisqu'ils étaient trop petits pour voir, ils étaient dans leur lit, et que le père persistait à dire aux enfants qu'il ne savait pas où était la mère. Alors, avec donc un discours contradictoire entre ce que disaient les gens qui accueillaient cet enfant plutôt de qualité, l'ASE, la famille d'accueil, et que donc, en grandissant, eh bien, ces enfants, comment peut-on… alors là, ils savaient que leur père était en prison, mais du coup, qu'est-ce qui est autorisé à dire, à ne pas dire? On voit bien que même cliniquement, en pratique, les mains dans la… on est dans une situation, dans une situation impossible, qui devient impossible pour les enfants et pour les personnes qui soutiennent ces enfants et qui les accompagnent, c'est-à-dire ça mettait la famille d'accueil et l'ASE en sidération, et en fait les choses n'étaient arrivées à consultation que parce que cela confrontait aussi tout le monde à est-ce qu'on allait laisser ses enfants en famille d'accueil pendant 15 ans. Voilà, puisque c'était on venait d'apprendre la sentence, la condamnation du père. Donc, on est dans des difficultés importantes que révèle la recherche, mais qui viennent évidemment mettre en évidence ce qui se passe sur le terrain. Donc,
ces questions éthiques, ces questions de réglementation sont véritablement des obstacles à la recherche, mais montrent les obstacles qui existent également dans la pratique. Alors ensuite, spécifiquement sur la question donc véritable qui était posée de manière globale par le professeur Chalumeau sur est-ce qu'on pourrait avoir des soins moins suboptimaux si on avait des soins moins si on avait des pratiques qui étaient moins différentes non pas parce qu'elles sont pas bonnes, mais parce que chacun fait comme il peut puisqu'il n'a pas de conduite à tenir et qu'il n'y a pas de preuve suffisante que telle conduite à tenir fonctionne mieux que telle autre. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir plus de recherches et qui améliorent les soins pour qu'on ait des soins plus optimaux? Là, je trouve qu'en effet, j'ai noté qu'on avait une partie des enfants. Donc, on le savait qu'il y avait une grande partie des enfants qui avaient déjà vu un médecin, avaient déjà eu au moins un examen avant leur passage, mais on a aussi l'idée que même quand il y a une hospitalisation ou qu'il y a une constatation, il faudrait qu'on puisse aller au-delà, puisqu'on a ensuite la question de qu'est-ce qu'on fait une fois quel est le délai, et ça mène plutôt à la troisième partie, qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà, c'est-à-dire quel est le délai ensuite de réaction aux soins suboptimales, voire même aux soins optimales. C'est-à-dire quels sont les délais qu'il y a à réagir face à ça. Et évidemment, tout ça vient souligner, et je pense que je vais laisser la place à la discussion, puisque c'est ce qu'on m'a demandé, je ne vais pas occuper la parole trop longtemps, mais tout ça vient souligner qu'on est confronté, on le voit bien quand on quitte la recherche. Dans la recherche, on est confronté à la question donc, des définitions et à la question des représentations et ensuite des pratiques. Parce qu'on voit dans la recherche, on est tenu, ça fait partie de la recherche, de donner des définitions exactes de ce que l'on entend, donc par maltraitance physique, puis ensuite de donner des définitions exactes de nos objectifs, donc de bien préciser, c'est la méthode basique de recherche, objectif principal, quelle que soit la recherche qu'on fait. Et donc on avance vers des choses qu'on est tenu de bien définir, et puis après, on notera quelles sont les limites de ces définitions. Mais on le sait, au fond, ces définitions, d'ailleurs, ça a été souligné par M. Chalumeau sur la question des lésions sentinelles, ces définitions, elles sont probablement pas partagées, en clinique en tout cas. Et de toute façon, même la maltraitance physique reste problématique dans la mesure où, on l'a vu par un des articles discutés, c'est-à-dire est-ce que une lésion physique était ou pas liée au vaccin, donc non, bien sûr, mais parce que si la lésion physique peut déjà être l'objet de discussion, surtout si elle n'est pas diagnostiquée immédiatement, la cause de la lésion physique, alors là, ça devient un objet de débats nombreux. Et donc, la question de la définition même de la maltraitance physique, sans parler des autres formes de carence et de négligence sévère, et si elle est aiguë, unique ou chronique et répétée, puisqu'on sait que les maltraitances chroniques et répétées sont malheureusement fréquentes et extrêmement délétères, sont
règne actuellement un certain flou sur ces définitions. Et donc, ce flou fait que, même s'il n'y a pas un minimum commun qui permet à tout le monde de dire oui, là, on est dans une situation où, au minimum, il faut investiguer, sans parler évidemment d'une décision juridique, mais investiguer en termes médicaux, pédiatriques et psychiatriques, on va avoir beaucoup de mal à avancer. Donc, comment, et je terminerai là-dessus pour qu'on puisse discuter, comment avancer continuer, bien entendu, essayer d'améliorer encore les données, grâce d'ailleurs à l'ONPE et aux recherches diverses. Alors là, on est sur... le professeur Chalumeau évoquait les grands réseaux qui sont mis en place en Île-de-France. Et là, on est sur une région ouest. Donc, je vous annonce, puisqu'on démarre les inclusions très bientôt, qu'il y a aussi une fédération hospitalière universitaire. Je pourrais vous envoyer une diapositive, mais sur ce qu'on appelle le Grand 4, qui est la région ouest et la région nord, donc les Hauts-de-France, ancienne région nord Picardie, et la grande région normande, ancienne région Haut et Bas normand, c'est pour ça que ça s'appelle le G4, sur le suivi longitudinal de 300 enfants déjà confiés en protection d'enfance. Alors, c'est une fédération des 4 universités qui soutiennent cet FHU. C'est des enfants qui ont déjà évidemment été repérés puisqu'ils sont déjà confiés, donc on est en aval de la discussion. Et parmi l'objectif principal concerne la santé physique et psychique, mentale, donc notamment avec la question des évaluations cognitives et psychiatriques et psychopathologiques de ces enfants. Et on voit bien que parmi les difficultés que l'on a déjà, donc d'avoir des éléments sur les parents, et que par exemple, si on veut réfléchir à la suite également, qui est à la fois bien sûr le soin, mais une prévention secondaire ou voire même tertiaire, c'est-à-dire comment éviter la récidive de la maltraitance. Si on n'a pas d'éléments suffisants sur les parents, on va être quand même très très gêné. Et je note que, on n'a pas d'éléments énormes sur des pathologies parentales dont on sait qu'elles sont fortement corrélées, je ne dis pas qu'elles sont causales, mais fortement corrélées à la maltraitance, notamment les abus de substances, qu'elles soient licites, comme l'alcool, ou illicites, bien entendu, et que cette information, ainsi que l'information de savoir si le parent est suivi pour une pathologie du comportement, va être une entrave non seulement à la connaissance, bien sûr, mais surtout aux besoins qu'il faut déployer pour l'enfant. Et je dirais même, et c'est là où je pense que nous avons besoin de revoir complètement notre manière de présenter et de travailler les représentations sociétales de la question de la maltraitance, de la négligence et de la carence, c'est que je pense que nous ne sommes pas protecteurs des parents en faisant ça, puisque nous privons de l'information nécessaire pour proposer également des soins aux parents qui sont nombreux à en avoir besoin. Et donc, nous avons besoin d'avancer sur des campagnes qui soient déstigmatisantes des enfants et des familles. Et je note, par exemple, que la question des familles seules ou des familles, de la différence entre être une famille monoparentale ou être seule avec un enfant, qui fait que dans les premiers résultats que j'avais lus sur la recherche d'aujourd'hui, il n'y avait pas, si j'ai bien compris, mais il n'y avait pas
statistiques très précises, mais enfin, j'avais noté qu'il n'y avait pas du tout de surreprésentation des familles monoparentales. Par contre, on le sait depuis les études justement sur le syndrome de Bubescu et notamment de Catherine Adamsbaum, Caroline récemment, que c'est d'être resté seul avec un enfant, seul en présence, un enfant petit, qui évidemment est facteur de risque. Donc, je pense qu'on a vraiment à avancer, bien sûr, sur les données. Moi, je suis très admirative et bravo de continuer je connais le coût d'une recherche longitudinale. J'espère qu'on va tous avancer sur ces données et qu'on va pouvoir également, du coup, faire œuvre faire force de proposition pour continuer à alimenter ce changement de paradigme qu'a été la loi de mars 2016 et qui est maintenant soutenue par celle de février 2022, de se recentrer sur les besoins fondamentaux de l'enfant et donc d'avancer sur des données fiables qui vont nous permettre d'avoir des campagnes pour faire plus de recherche, bien sûr, mais aussi pour avancer sur des projets de soins et de prise en charge au moins tertiaire et peut-être secondaire si ce n'est primaire. C'est plus d'autres que moi qui s'en chargeront. Ouais.